Un moment critique et qu'on doit aujourd'hui renforcer notre posture, donner de la visibilité, nous réengager encore davantage. Nous sommes en guerre, en guerre, en guerre. Je pense que dans le monde moderne, tout est possible. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit n'est qu'à un pas d'une troisième guerre mondiale à grande échelle. Nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Nous sommes prêts à répondre. Vous, les Français, êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Le principe de responsabilité est essentiel. Et il y a une règle qu'il faut tirer de tout ça. C'est que la logique de la force, quand elle n'est pas maîtrisée, conduit à une escalade qui peut être mortelle, qui peut être mortelle, mortelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être cette fois bien plus sérieuse que les fois précédentes. On va pas vraiment être dans la gaudriole. Et puis c'est une vidéo qui sera essentiellement théorique pour cette première partie et pratique dans la seconde partie. Alors je vais parler d'un sujet effectivement un petit peu crispé, un petit peu délicat, qui est la guerre, le conflit armé. Vous le savez, c'est un sujet de préoccupation principale, ou quasi principale, chez les survivalistes. C'est un sujet sur lequel je ne me suis pas beaucoup étalé au travers de mes vidéos, parce que vous le savez déjà, je ne suis pas un catastrophiste, donc je ne sens pas forcément d'importance cruciale à aborder ce qu'il y a de pire. Mais le fait est que le monde bouge, le monde change, et que je vois de toute façon que beaucoup de survivalistes sont intrigués, voire inquiétés par le sujet. Donc je me suis dit, on va faire une petite vidéo là-dessus. Donc le conflit, la guerre, c'est quelque chose qui reprend beaucoup d'intérêt et qui reprend beaucoup de place actuellement au travers notamment de l'actualité avec le conflit russo-ukrainien et le conflit israélo-palestinien. Donc forcément, en tant que survivaliste, on est obligé quand même de s'y appesantir un petit peu, de s'y intéresser, parce que être survivaliste, qu'est-ce que c'est? C'est aussi prévoir, c'est surtout d'ailleurs prévoir. Et alors, se préparer à une guerre comme se préparer à des catastrophes climatiques, c'est pas simplement rester caché dans son garage avec 2-3 bouteilles d'eau et 3 boîtes de conserve et un fusil sur les genoux en se disant je suis prêt, je suis prêt. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est pas du tout être prêt. C'est simplement être parano, on peut dire, si jamais. Ouais, je pense comme ça. Être parano. Et puis surtout, le sujet de la guerre potentielle et peut-être de façon plus visionnaire de la guerre à venir, c'est quand même un sujet qui mérite de discerner ce que tout cela impliquera pour un survivaliste. Donc, quand il s'agit de guerre, la question qu'on peut se poser avant toute chose, c'est la question du pourquoi. Pourquoi la guerre? Alors, selon moi, il serait bon, toujours dans la démarche survivaliste, attention, hein, il est bon d'isoler totalement ce questionnement du pourquoi. Ce que je veux dire par là, c'est que si je me balade dans la forêt
que je me fais attaquer par un ours, la dernière question que je vais me poser, c'est pourquoi il m'attaque. Je vais pas me dire pourquoi il m'attaque. Est-ce que c'est ma gueule qui lui revient pas? Est-ce qu'il a faim? Non. Je vais essayer d'agir en fonction de l'attaque de l'ours, mais je vais pas me poser la question du pourquoi. Et je pense que pour la possibilité d'un conflit armé, d'une guerre mondiale, imaginons, la question du pourquoi est inutile. La question du pourquoi est inutile, sinon dans une dimension de culture générale. Et voilà, là, on n'est pas là pour ça. La culture générale, on s'en fout. Donc, pourquoi une possible guerre? On n'en a rien à foutre. Il est à noter ici l'incompréhensible prise de position des Français, et notamment des Français de souche, dans certains conflits. Alors, moi, je suis très surpris d'entendre ça à chaque fois, et je sais que beaucoup de survivalistes en parlent et prennent position pour un côté ou un autre dans des conflits, que ça soit du côté de l'Ukraine ou du côté de la Russie, du côté même d'Israël ou de la Palestine. C'est très surprenant parce que jusqu'à présent, moi, tous les gens que j'ai vus prendre position comme ça, c'était jamais des géopolitologues, c'était des gens du commun ou alors des gens qui s'étaient renseignés un petit peu sur chaque sujet. Et je pense que c'est très problématique pour la France et pour les Français de prendre position comme ça sans vraiment connaître les raisons profondes. Quand je vois des Jean-Jacques ou des Martin qui prennent position plus pour Poutine ou plus pour Zelensky, sans rien connaître, je me dis, dans un cas de conflit réel, qu'est-ce que ça va donner ces gens-là? Et par ailleurs, en France, on note qu'il y a aussi des prises de position très claires dans l'autre conflit, donc israélo-palestinien. Alors ça peut s'expliquer, notamment pour le côté palestinien, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais voilà, moi, voir des Français comme ça, plutôt, disons, ethnico-nationaux, prendre position pour des conflits, je trouve ça surprenant et inquiétant. Donc, puisque dans cette optique-là devrait être privilégié finalement l'intérêt français, il est quand même intéressant de se poser, si on isole la question du pourquoi, de se poser la question du qui. Parce que c'est intéressant de voir d'où peuvent venir les dangers et les problématiques. Alors là, c'est vrai qu'encore une fois, on a ces deux grands conflits, et quand même, l'ennemi désigné, c'est la Russie. L'ennemi désigné, c'est la Russie. Certains Français, justement, ne veulent pas l'entendre parce qu'ils partent du principe que si un gouvernement détesté nous indique un ennemi, c'est en fait forcément un allié. Bon, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Les choses ne sont pas aussi simples que ça parce que la Russie, notamment, n'est pas objectivement un allié de notre pays. Alors, notez quand même que, effectivement, elle n'était pas initialement non plus un ennemi, mais enfin le gouvernement en tout cas, est en train d'en faire un ennemi. Bon, ça, voilà, c'est vraiment le conflit en soi, mais c'est ce qui crée toutes les crispations actuelles. Mais il faut vraiment réussir à ne pas prendre position là-dedans pour mieux réfléchir sa propre existence nationale dans tout le bordel ambiant. La question du qui est quand même importante, je vous le disais, parce que la France, c'est quand même un pays spécifique qui va apporter ses problématiques dans les conflits à venir. La France est un pays qui est malheureusement multiculturel. Alors je dis malheureusement parce que faut quand même bien suivre ma pensée. Je dis que la France est malheureusement multiculturelle parce que un pays, à mon sens, peut être apaisé multiethniquement, mais ne peut pas être serein multiculturellement. On le voit parce que tout simplement, regardez ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien. La France est complètement scindée.
on a une partie de la France, par exemple des gens comme moi, qui refusent d'entendre parler de ce conflit dans le sens où je refuse de prendre position, c'est un conflit qui ne me concerne pas, et pour les intérêts français, je pense que la France ferait bien de s'en tenir très loin. Il y a une partie de Français de confession juive qui se sentent forcément attachés à Israël et qui attendent du gouvernement français un soutien à apporter à Israël. Et il y a une partie de la société française aussi qui est plutôt de racines maghrébo-musulmanes et qui a tendance à soutenir la Palestine. Donc, quand j'explique savoir qui oppose qui risque quoi par rapport à qui, ça c'est très intéressant. Et c'est en ça que la société française est problématique. Parce qu'en fait, une société multiculturelle veut dire une société diffractée en cas de conflit. Si demain, la France rentrait en conflit direct avec la Palestine, admettons, imaginez les ravages français. Alors pareil, en France, on a des gens qui sont plutôt des Slaves, qui peuvent avoir des avis un petit peu divergents sur les conflits russo-ukrainiens, mais ça, leur intérêt peut être compréhensible. L'intérêt français des Français de souche, c'est plutôt la préservation nationale. Voir qui, c'est quand même très important. Et puis, ce sujet-là peut amener à penser qu'il existe finalement différents groupes dans la société française. Imaginez un premier groupe qui serait l'entité gouvernementale. L'entité gouvernementale, donc ça serait tous les membres du gouvernement, toutes les forces politiques du pays qui sont décisionnaires, plus ou moins, parce que le gouvernement prend certaines décisions, mais même les autres formations politiques, par l'Assemblée, par le Sénat, tout ça, et même par l'Europe, prennent eux aussi des décisions. Et puis l'entité gouvernementale, c'est pas simplement ça, l'entité gouvernementale, ça va être aussi la police et l'armée. Alors je sais que chez les survivalistes, on est plutôt attaché aux forces de l'ordre, à l'armée. Je le comprends très bien, je suis moi-même attaché, j'ai beaucoup de respect pour ces entités et ces castes, mais force est de constater que ça fait partie de l'entité gouvernementale. On a vu par exemple pendant les manifestations des Gilets jaunes, les Français ont découvert avec effroi combien les forces de police et de gendarmerie, donc de l'armée, étaient finalement amalgamées à l'entité gouvernementale pure, décisionnaire, j'entends. Voilà, ça c'est une première entité française, l'entité gouvernementale. On va avoir ensuite une entité précisément anti-gouvernementale. Alors, des entités anti-gouvernementales, il y en a un paquet, on l'est tous un petit peu parfois quand le gouvernement macroniste nous emmerde par des lois choisies, tout ça, mais c'est pas exactement de ça dont je parle tout de suite. Ce dont je parle là, c'est une entité qui est anti-gouvernementale, mais aussi anti-française, anti-nationale, et qui pourtant est sur le territoire français. Alors ça, c'est une entité à bien prendre en compte quand je parle du qui. Parce que quand on situe qui pourrait être un adversaire guerrier, on a tendance à regarder l'extérieur, mais il faut bien voir à l'intérieur. Je vous le dis, la France, vous le savez, a des ennemis internes sur son territoire, que ça soit des ennemis par leur souhait politique ou culturel ou religieux. La France a des ennemis sur le territoire, et en fait la question à se poser, c'est vers qui irait la loyauté de ces gens-là en cas de conflit. Admettons un conflit russo-ukrainien qui s'envenimerait jusqu'à ce que ça devienne un conflit russo-français, comme beaucoup le craignent, vers qui irait la loyauté de ces gens-là? Je pense que les gens anti-français auraient une loyauté
disons, automatique envers la Russie. Et la problématique serait que, même sans le vouloir et même sans le savoir, d'une certaine façon, un ennemi russe aurait potentiellement déjà des forces sur le territoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une entité à bien prendre en compte. Ensuite, il y a une entité qu'on pourrait appeler une entité, je dirais, déréalisée, ou alors un petit peu hors sol. C'est un terme qui est un peu nouveau, l'entité hors sol. C'est une entité qui, en fait, une partie des citoyens français qui n'ont, d'une part, pas forcément envie d'entendre parler de guerre, mais qui surtout n'entrevoient même pas la possibilité d'une guerre. Alors on en connaît tous dans notre entourage, on en voit tous à droite à gauche, qui disent oui mais de toute façon les guerres comme avant c'est fini, ça n'existe plus, il n'y aura pas de guerre, c'est les bisous, les bisounours, les petits cœurs tout roses, tout ça. Ça, c'est pareil, c'est à prendre en compte parce que, mine de rien, c'est une partie importante de la population. Alors, ils ne sont pas forcément dans une logique pacifiste, ça peut être aussi toute personne qui ne s'intéresse pas, finalement, au mouvement du monde. Voilà. Donc des gens qui n'ont aucune idée des problématiques qui peuvent survenir. Alors attention, toutefois, c'est une frange de la population qui paraît inoffensive, mais qui finalement vote. Donc ça peut être des gens qui vont précipiter un conflit sans même s'en rendre compte. Et ouais, parce que c'est les mêmes que vous entendez dire parfois ah ben moi de toute façon je vote à la tête du client, ou alors qu'ils vont simplement voter pour la personne qui risquerait le moins de brusquer son existence, de bousculer son petit mode de vie. Voilà, ça c'est les gens qui pensent que le monde, leur monde en tout cas, est stable et inamovible. Alors on peut en France avoir entendre ce genre de conversation, et si on s'amuse un petit peu à les secouer, ces gens-là, moi j'aime bien ces gens-là les secouer un petit peu, et je reçois souvent en retour, oui mais tu es totalement, soit tu es totalement parano, soit faut que tu arrêtes de regarder tes films d'action ou des films de guerre. Peut-être, ok, admettons que j'ai été un petit peu influencé par des films d'action, des films de guerre pendant mon enfance, et que du coup la possibilité du conflit soit là dans ma tête. Est-ce que c'est la même chose que vous iriez dire, par exemple, aujourd'hui aux Ukrainiens plutôt du centre et de l'Ouest, parce que les Ukrainiens du centre et de l'Ouest, donc hors Donbass, Crimée, vivaient un mode de vie relativement proche du mode de vie français, et savaient qu'il y avait déjà quand même des soucis avec la Russie, mais s'attendaient en aucun cas à ce que ça puisse péter aussi fort, aussi vite et aussi intensément. Vous comprenez ça? Donc, entité à prendre en compte quand même, les gens qui se sentent complètement hors de ce cadre de pensée, la possibilité d'une guerre. Il y a des gens, voilà, la possibilité d'une guerre, il y a des gens, ils sont là. Ils papillonnent, ils volettent comme ça, à droite, à gauche, en pensant que le monde va bien, finalement. Le monde va bien. Et enfin, une entité qui est sans doute l'entité majoritaire sur le territoire, à savoir les citoyens français basiques, qui seraient plutôt de tendance quand même à défendre le pays, la France, tant dans leurs paroles que dans leurs actes, dès qu'ils le peuvent, et qui d'ailleurs constatent que forcément l'entité gouvernementale ne va pas dans le sens de l'intérêt français. Alors on l'entend beaucoup. Récemment,
on a entendu que Macron allait à nouveau envoyer des millions en Ukraine à l'heure où l'hôpital français se casse la gueule. D'accord, allez aux urgences, vous allez comprendre les dégâts. Mais voilà, pas que l'hôpital, de toute façon. Plein de domaines en France mériteraient des millions et des milliards. Et on constate quand même qu'on envoie dans des conflits à droite à gauche des millions par-ci par-là. Et alors ça, c'est quelque chose que les Français ne comprennent pas. C'est pour ça que ces Français nationaux qui ont tendance quand même à prendre le parti de la France mettent une petite nuance là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à défendre la France, quitte à devoir y aller militairement, à devoir être rappelés militairement, comme ça a pu être le cas dans de vieux conflits, même si aujourd'hui, vous le savez, on est une armée de métier. Mais bon, dans le cas d'un conflit grave et généralisé, l'armée de métier sautera très vite, et puis les Français seraient potentiellement rappelés, je pense. Donc ces Français-là seraient prêts à défendre la France, mais avec un peu de nuance. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais prendre mon cas personnel, mais vous êtes sans doute dans ce cas-là, moi je suis 1000 fois prêt à aller défendre la France des cathédrales, du château de Versailles, des petits villages français, d'accord? Mais il est hors de question que j'aille défendre la France du macronisme économique, je sais pas, du mélenchonisme social, de Bilal Hassani et des anges de la télé-réalité, je sais pas quoi là. C'est hors de question de défendre cette France-là. Donc en fait, si l'entité gouvernementale aujourd'hui nous parle des intérêts de la France et de défendre la France, comprenez bien de quelle France il parle. Je vous le dis, et on l'a vu déjà dans cette vidéo, on en a parlé plein de fois, la France est complètement éclatée, multi-diffractée. D'accord ? Donc comprenez et situez quelle est la France que vous voulez défendre, pour laquelle vous pourriez vous battre justement, et quels sont objectivement les ennemis de la France, qui soient à l'extérieur du territoire et à l'intérieur aussi. Ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir dans la potentialité d'un conflit civil ou mondial. Je fais une petite parenthèse. J'étais en train de parler là de la possibilité qu'un jour, dans un conflit armé, les Français soient tous appelés au combat. Et pas seulement les Français qui sont soldats et donc de l'armée de métier, par rapport à la loi de programmation militaire. Voilà, c'était ça, c'était loi de programmation militaire dont on a parlé il y a quelques mois ou quelques semaines, même ils en parlaient encore. Il y a eu une espèce de fake news autour de ça, en disant que du coup, chaque Français était potentiellement comment on dit merde, potentiellement mobilisable. Voilà, chaque Français était potentiellement mobilisable, que chaque bien des Français était potentiellement réquisitionnable, ce qui est faux en fait. Cette loi de programmation militaire, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, des biens ou des services peuvent être réquisitionnés par l'armée pour servir l'effort de guerre, on va dire. Mais pas seulement l'effort de guerre, tout ce qui peut être lié à l'armée française. Par exemple, il y a un avion, un chasseur qui s'était abîmé en mer, et en fait, 2 bateaux de pêcheurs, je crois, ont été réquisitionnés avec leur équipage, parce qu'ils étaient justement en mer, pour aller essayer de ramasser des débris. Voilà, la dernière loi de programmation militaire, c'est ça qu'elle dit. C'est qu'en fait, on peut réquisitionner des services ou des biens, mais vraiment très spécifiques dans le cadre d'une mission spécifique. Voilà, vous pensez bien que sinon, ils en ont rien à foutre d'aller chercher Jean-Michel et Germaine chez eux pour leur donner une mission que pourraient faire des soldats entraînés de 25 ans. Vous comprenez bien ça.
Voilà, donc après avoir dit tout ça, la question vraiment intéressante, c'est la question du comment. Comment, quand? Alors, quand, c'est très simple. Moi, je vous donne une perception personnelle. Quand ça a déjà commencé. En vérité, ça a déjà commencé. Bon, je sors pas ça de mon chapeau tout seul. Plein de monde vous dirait pareil, ça a déjà commencé, cette troisième guerre mondiale. Et forcément, pour le moment, on n'en sent que des secousses économiques. Mais ça a déjà commencé, et c'est comme les échecs. Vous savez, les échecs, quand on déplace les premiers pions, il n'y a pas mort d'homme encore. Voilà, les pions se déplacent, le plateau de jeu est bousculé, mais il n'y a pas encore de catastrophe à déplorer. Et comme c'est le cas en France actuellement. Il faut bien quand même se dire ça, les choses ont commencé, d'où l'utilité de se préparer matériellement. Alors, la préparation matérielle, les nécessités matérielles, on verra ça donc dans la deuxième vidéo, qui sera la vidéo vraiment de pratique, de logistique, où je vous montrerai certaines choses à stocker, enfin vraiment ce qu'il y a de capital à avoir pour s'alimenter, pour se protéger, pour sa sécurité, pour préserver la vie, la survie. Parce que qu'est-ce que c'est que la survie en fait? La survie, c'est non seulement la préservation de la vie, mais c'est aussi la continuité du confort. Pour moi, c'est ça la survie en fait. C'est savoir perpétrer son confort de vie. Donc, on parlera donc de logistique dans la seconde vidéo et de pratique dans la seconde vidéo. Mais voilà, donc on a parlé, donc là, la question du comment est très importante parce que, vous savez, on est survivaliste. On a fait des vidéos comme ça. Enfin, moi, je vous ai montré des vidéos et je vous en avais parlé d'ailleurs lorsque je parlais des catastrophes climatiques. Je crois que c'était dans le Nord qu'il y avait des catastrophes climatiques, des inondations. C'était à la fin de l'année dernière que j'avais fait cette vidéo. J'avais expliqué qu'en fait, les gens sont pas du tout prêts, c'est ça, à des petites secousses dans leur mode de vie quotidien. Et c'est ce à quoi se préparent les survivalistes. Les survivalistes se préparent aux secousses, se préparent au chamboulement. Mais est-ce que, en tant que survivaliste, on ne se préparait pas que finalement matériellement? Parce que moi j'adore ça, hein. J'adore ça, accumuler du matériel de survie pour pouvoir manger, pour pouvoir me défendre, pour pouvoir dormir à n'importe quel endroit, tout ça. Des outils de survie et tout ça, j'adore ça. C'est super cool et beaucoup de survivalistes font ça, mais est-ce que les survivalistes préparent suffisamment leur mental, leur perception vraiment profonde? Parce que je me suis posé cette question justement pour la probabilité d'un conflit et je me suis dit finalement je suis pas du tout prêt. Je suis pas du tout prêt parce que si un jour un conflit éclate, bien sûr que je vais avoir mes réserves d'eau, de bouffe, des armes, des machins, mais est-ce que je vais être prêt à l'idée que certains de mes proches sont peut-être en train de mourir à droite à gauche, à cette omniprésence du conflit? Vous savez, moi j'ai parlé avec des militaires qui avaient fait le Mali, l'Afghan et tout ça, et qui m'ont dit mais t'es prêt physiquement, mais t'es pas prêt à toutes les nuits à essayer de t'endormir avec le bruit des hélicoptères, au loin le son des fusillades et tout ça. Et tous ces militaires qui ont ramené chez eux, dans leur famille la nuit, quand ils essaient de s'endormir, le son des hélicoptères, tout ça. Voilà, tout ça on n'est pas prêt. Et c'est vrai que pour avoir lu des bouquins survivalistes, échangé avec beaucoup de survivalistes, visionné des vidéos de survivalisme sur internet, et ben on parle beaucoup de matériel et pas assez de mental. Pas assez de mental. Ouais, parce que là, je vous parle de ça, et puis vous me voyez dans des vidéos crapahuter dans la forêt, avec une hache, tout ça. Mais bon, comme je vous l'avais dit récemment, c'est pas comme ça qu'on vit au quotidien.
Et je veux dire, je vais couper cette vidéo et quand je vais faire le montage, qu'est-ce que je fais? Je vais allumer ma chaîne hi-fi pour écouter de la musique et sortir une bière fraîche de mon frigo et voilà. Et en fait, se décrocher de tout ça, j'ai beau avoir mes stocks en cas de guerre et tout ça, je suis pas prêt à abandonner tout ça, à abandonner l'idée d'une bière fraîche qui sort de mon frigo. Vous comprenez? Et surtout, même en allant plus loin que ça et en étant plus sérieux que ça, je m'imagine là, je suis dans mon village, d'accord? Un conflit éclate et plus personne n'a plus rien nulle part. Alors moi, j'ai mes stocks. J'ai de la bouffe, j'ai de l'eau, j'ai des armes, ok, admettons. Et puis est-ce que dans mon âme et conscience, surtout moi, vous le savez, étant catholique, est-ce que je vais réussir à encaisser de voir des gens de mon village souffrir de la faim, de la soif, pendant que moi je me gave à côté? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que moi j'aurais organisé, que j'aurais stocké, si je commence à en donner à quelques-uns, eh ben, il va falloir commencer à donner aussi à quelques autres. Et les choses se sauront. Vous comprenez? Donc en fait, toute ma préparation sera foutue à plat. Et ça, c'est quelque chose auquel les survivalistes pensent pas. Parce qu'on se dit, en prenant des airs durs comme ça, que ouais, de toute façon, moi je me suis préparé, les autres, ils auront qu'à crever, s'ils sont pas préparés, c'est pas vrai. Ou alors c'est que vous n'avez pas de cœur ou pas d'âme, je sais pas. Parce que moi, je pourrais pas boire tranquillement mon eau et manger tranquillement mes boîtes en regardant, je sais pas, les gamins du voisin en train de mourir, quoi. C'est pas possible, ça. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir, auxquelles il faut penser, l'humain aussi au travers de tout ça, et puis sans parler de l'humain, mais simplement la morale, quoi. Sa morale personnelle et ses motivations profondes. Parce que je pense que, en fait, au même titre que des outils et des armes, avoir réponse à toutes ces questions, ça permettra de mieux s'armer pour une potentielle catastrophe, qu'elle soit d'ordre militaire ou qu'elle soit d'ordre terrestre, je ne sais pas comment dire, cataclysmique, quoi. Vous comprenez ça? Donc voilà, ça me paraît important de se poser toutes ces questions-là. Et c'est étonnamment quelque chose que j'entends et que je vois assez peu chez les survivalistes, ce genre de questionnement. Bon, alors, quoi qu'il arrive, on arrête là pour cette fois. Donc la prochaine fois, ça sera la partie 2, donc la pratique, hein, les stockages, tout ça. Je pense qu'on sera dans mon lieu de stockage pour voir un petit peu tout ça. Je vous montrerai plein de choses, rien à mon avis auquel vous ne vous attendez pas, parce que finalement la survie, ça tourne souvent autour des mêmes, matériellement des mêmes choses. Mais vraiment, là, ça sera presque à l'usage de tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut, de toute façon, en toutes circonstances, avoir chez soi? Ça sera pour la prochaine fois, donc, sauf si la prochaine fois, c'est une vidéo de balade, parce qu'il y aura 2 nouveaux villages que j'aimerais vous montrer, qui sont vraiment magnifiques, encore plus que la dernière fois. Donc, prochaine vidéo, soit la balade, soit la logistique. Mais bon, de toute façon, vous aurez l'un et l'autre. D'ici là, prenez soin de vous, pensez à liker la vidéo et à la partager, s'il vous plaît. C'est utile, c'est pratique et c'est favorable pour moi et ça me soutient, vraiment. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.